Bonjour à toutes et à tous. Donc, 67e briefing de la Chambre de commerce avec quelques sujets chauds aujourd'hui, puisque, comme vous saviez, le président Poutine parlait au Forum économique de Saint-Pétersbourg. Je crois qu'il vient à peine de finir un discours fleuve. Donc, Igor, qui l'a écouté attentivement, va nous en dire quelques mots avant d'embrayer, comme de coutume, sur les aspects politiques, économiques et diplomatiques. Donc, Igor, qu'est-ce qu'a dit Vladimir Vladimirovitch? Merci Gilles, bonjour à tous. Alors effectivement, on est en pleine session plénière du Forum économique international de Saint-Pétersbourg qui se poursuit à l'heure où nous tenons la présente séance. Le discours du président russe s'est conclu il y a quelques minutes. Il a duré au moins une bonne heure à peu près à la louche. Et actuellement, si je ne me trompe pas, c'est le président égyptien qui, en duplex, est en train d'intervenir, mais ça, j'y reviendrai. Bon, je ne vais pas vous livrer ici exhaustivement tout ce qui a été dit, parce qu'il faudrait une séance entière, à mon avis, pour en faire le tour au minimum, mais ce que je retiens de cette intervention, d'abord sur la tonalité, et ça aussi, bon, je vais y revenir, c'est quelque chose qui, à mon avis, semble caractériser cette édition du SPIF, mais on attend le retour de notre état-major lundi prochain pour nous confirmer cette impression et nous apporter d'autres impressions. C'est quand même une tonalité assez, non pas dramatique, mais extrêmement sérieuse quant aux changements profonds qui sont en train d'affecter le pays et à la reconfiguration en cours de l'économie russe, compte tenu de la rupture après le 24 février avec disons, l'Occident. Le président Poutine a évoqué les changements tectoniques qui affectent évidemment la Russie, mais plus généralement, ces changements tectoniques interviennent dans un contexte international extrêmement tendu économiquement, avec évidemment une inflation qui caractérise beaucoup d'économies à travers le monde. Tant et si bien que la Russie ne fait pas, j'allais dire, exception en la matière, même si, comme il l'a précisé, une inflation à 17%, c'est beaucoup trop, et que par conséquent, cela doit être réduit. Alors, il y a une mesure concrète qui a été annoncée assez rapidement dans le début du speech, du discours du président Poutine, c'est la réévaluation du taux pour les prêts immobiliers, donc à taux préférentiel. Actuellement, le taux est à 9%. Le président russe a annoncé d'entrée de jeu qu'il serait ramené à 7% pour donc les prêts immobiliers à taux préférentiel pour les achats dans les programmes neufs. Donc finalement, on revient au taux, j'allais dire, pré-crise, puisque 7%, c'est le taux qui prévalait avant le 24 février, en vue de ce programme, en vue de susciter l'accès à la propriété dans des programmes de logement neufs. Il s'en évidemment, sans surprise, il s'en est pris à l'Union européenne, dont il a expliqué qu'elle a perdu sa souveraineté politique, et il a prédit des jours très sombres aux Européens, aussi bien au niveau économique qu'au niveau sociétal, en expliquant que le continent et surtout l'Union européenne en tant qu'institution était pris dans des contradictions inextricables. Il est revenu sur la décision qu'il a prise le 24 février, donc de déclencher l'opération spéciale, comme on le qualifie ici. C'est une décision qu'il a évidemment qualifiée de difficile, mais d'après le président russe, l'Occident était en train de déverser en Ukraine des conseillers et de l'armement pour faire de l'Ukraine finalement une plateforme hostile aux intérêts de la Russie, à la sécurité de la Russie. Donc il a tenu à revenir assez brièvement, cela dit, c'est pas un bloc très important dans son discours, c'est assez succinct, sur cette décision prise le 24 février. Je m'arrête là pour ces questions-là. Je pense que lundi, on aura une session beaucoup plus complète sur toute la séquence du SPIF, du Forum de Saint-Pétersbourg et du discours du président russe, puisque pour l'instant, la session est encore, comme je vous le disais, en train de se dérouler. Il n'y a pas encore eu la conclusion des discours des autres invités. Puisque au cours de ce forum de Saint-Pétersbourg, lors de la session plénière, il y avait en présentiel le président kazakhstanais, M. Tokayev, qui était donc assis à la tribune à côté du président russe, et donc en duplex, l'intervention du président Al-Sisi, président égyptien, et du président chinois. Lors de ce forum économique, en tout cas à l'issue du deuxième jour du forum, ce sont près de 17 contrats qui ont été signés, dont pour une douzaine d'entre eux,
avec un montant total pour une douzaine d'entre eux, excusez-moi, qui s'évalue à 234,5 milliards de roubles. Et qui porte principalement sur des projets d'infrastructures, par exemple des projets d'axes routiers, de rocades ou de centres logistiques maritimes qui vont être construits. Également des projets dans l'énergie avec un projet d'usine GNL porté par Gazprom dans la région de Leningrad. Donc là aussi, ceci engrange des sommes, enfin nécessite des sommes assez colossales. Il y a eu des discussions aujourd'hui à Saint-Pétersbourg dans le cadre du forum sur le taux du rouble, puisque pour le vice-premier ministre Andrei Belousov, le taux de change optimal du rouble avec le dollar se situe à 60, dans la fourchette 70-80 roubles pour un dollar. Pour le vice-premier ministre Belousov, le rouble aujourd'hui est surévalué. Tandis que pour le patron de Sberbank, de Sber, German Gref, le cours actuel du rouble est somme toute assez équilibré. Selon lui, la monnaie russe va même se raffermir dans les semaines qui arrivent avant de se stabiliser fin 2022 dans une fourchette comprise entre 70 et 75 roubles pour un dollar. Le patron de Sberbank a ajouté que d'après lui, si rien n'est fait, l'économie russe reviendra à son niveau de 2021 dans 10 ans. Alors 2021, c'est le niveau pré-crise, mais c'est même le niveau pré-Covid. C'est-à-dire que finalement, pour revenir à une forme de normalité qu'on connaissait fin 2021, une fois de plus, si rien n'est entrepris, d'après le patron de Sberbank, il faudra donc compter une décennie. On relève également les déclarations de Madame, en fait, le discours de Madame Nabiulina, la gouverneure de la Banque centrale de Russie, qui est intervenue hier dans un panel avec le ministre Siluanov notamment. Alors, elle a indiqué que la dégradation des conditions extérieures pour la Russie a vocation à durer longtemps, voire à s'installer pour toujours. Par conséquent, il ne fallait pas attendre un retour à avant et qu'il n'y aurait plus de avant dans le, j'allais dire, dans le contexte économique russe. Que d'autre part, il serait trompeur d'uniquement considérer l'indicateur du PIB pour comprendre la réalité économique de la Russie, qui est beaucoup plus complexe et contrastée, et qu'il fallait mener une politique économique flexible si on voulait pouvoir relever les défis qui se posent aujourd'hui à l'économie russe, et elle a appelé notamment à ce que les initiatives privées soient encouragées afin que, je cite, la Russie ne redevienne pas l'URSS. Donc, si on regarde toutes ces déclarations au bout de ces 48 heures, j'allais dire, de Forum de Saint-Pétersbourg, on voit que finalement, l'élite politico-économique russe, évidemment, ne croit pas à un retour à la normale, en tout cas au contexte hanté, comme on dit, puisque à travers le passage sur la dégradation des conditions extérieures, Mme Nabulina fait bien sûr allusion aux sanctions, et donc elle estime que les sanctions ont vocation à durer, voire à être là pratiquement pour très longtemps, et qu'il faut donc miser plutôt sur une reconfiguration en profondeur de l'économie russe, qui était finalement à mon sens, un des messages que voulait faire passer le président Poutine dans son allocution tout à l'heure. La vraie question, c'est de savoir finalement quelles seront les ressources allouées à cette reconfiguration en profondeur, ce qui renvoie à la volonté politique. Manifestement, la volonté politique existe. Et d'autre part, l'ampleur des restructurations et l'ampleur des réformes qui sont à engager, dans quelle mesure elles seront menées à leur terme et à quelle vitesse. Je passe à l'actualité politique. On a aujourd'hui relevé un article de Vedomosti dans lequel au sujet donc, du projet de loi, vous savez, sur les administrations extérieures des entreprises, donc, qui, au vu de la loi russe, font défaut à leurs obligations compte tenu des sanctions, notamment à travers l'application des sanctions occidentales. Alors, dans cet article, Vedomosti cite une source parlementaire proche du gouvernement qui explique que cette loi ne sera probablement pas adoptée d'ici la fin de la session du printemps à la Douma. Cette session se conclut le 6 juillet prochain. Et que notamment le texte doit être revu en tenant compte des demandes formulées par le RSPP, qui estime qu'en l'état, cette loi, si elle était adoptée, aggraverait plus qu'autre chose le climat des affaires. Donc manifestement, ce texte de loi, en tout cas ce vote, est renvoyé, on peut dire au moins à la rentrée, voire à l'automne. Je vais également citer un sondage qui a été réalisé fin mai par l'Institut Levada et publié le 15 juin au sujet de l'appréciation par les Russes des pays qui sont considérés comme amicaux et des pays qui sont considérés comme hostiles, et voir finalement quels pays ils classent comme les plus amicaux et les plus hostiles. Alors, dans le top 5 des pays considérés comme amis de la Russie, on retrouve en premier, sans surprise, la Biélorussie, qui navigue très loin avec un score très très élevé devant le deuxième pays qui est la Chine.
qui est le plus souvent cité, donc en deuxième position, puis le Kazakhstan, mais à noter que le Kazakhstan, en termes de score dans ce sondage, recule, c'est-à-dire il conserve sa troisième position, mais son score recule, et je pense qu'on peut mettre ça sur le compte un petit peu parfois de la frilosité ou la timidité du Kazakhstan quant à, non peut-être pas soutenir la Russie dans l'opération spéciale, puisque c'est quand même un engagement politique très fort, mais tout du moins manifester un peu plus peut-être de solidarité avec la Russie dans cette crise. L'Inde passe double l'Arménie, c'est-à-dire qu'elle passe en 4e position, et l'Arménie donc s'installe en 5e position, mais ils sont en somme dans un mouchoir de poche. Et là, on voit que finalement, c'est, j'allais dire, la politique indienne très indépendante, en tout cas à l'égard des pressions subies par l'Occident pour ne pas acheter notamment du pétrole russe, qui doit se faire ressentir dans ce sondage, puisque l'Inde finalement continue d'acheter, on l'a dit, massivement du pétrole russe, on le lit, on l'entend dans la presse, dans les médias, et donc je pense que cette information a permis de doper un peu ce score de l'Inde. Sur les pays considérés comme hostiles à la Russie, sans surprise, en 1, on retrouve les États-Unis, en 2, la Grande-Bretagne, en 3, la Pologne, en 4, l'Allemagne, et en 5, l'Ukraine, mais à noter que le score de l'Ukraine est en recul, c'est-à-dire qu'elle a été considérée comme plus inamicale l'an dernier, en 2021, que cette année. Alors ça, moi, je peux l'expliquer, à mon avis, par le fait qu'on retrouve là les réserves exprimées par une partie de l'opinion publique russe quant à l'opération spéciale. Et si les gens, l'année dernière, sans opération spéciale, étaient enclins à dire que l'Ukraine est un pays hostile et inamical, aujourd'hui, ces mêmes gens qui ne partagent pas forcément, j'allais dire, les buts et les objectifs de l'opération spéciale ne citent plus l'Ukraine comme un pays inamical et préfèrent citer la Grande-Bretagne, la Pologne, d'autres pays. Et donc le score de l'Ukraine dans ce sondage, mathématiquement, recule. Pour la France, qui nous intéresse directement, la France est classée en 8e position, donc c'est le 8e pays inamical qui est cité, mais avec un score en revanche qui a été multiplié par 3 c'était depuis l'année dernière, c'est-à-dire que voilà, on est passé de 4% à 13% entre 2021 et 2022. Enfin, l'Union européenne, toujours dans ce sondage, renvoie une image négative à près de 70% des personnes interrogées. Et lorsqu'on regarde le découpage générationnel des résultats, ça ne modifie pas sensiblement la donne, puisque, y compris auprès des jeunes générations, auprès de qui, normalement, on pourrait penser que l'Union européenne aurait une image un peu plus positive, et bien même auprès de ces jeunes générations, donc les tranches 18-24 ans, et bien l'Union européenne jouit d'une image négative à presque 60%, enfin 57% d'opinion donc défavorable à l'égard de l'UE. Donc finalement, ces sondages, si on peut faire un mot de conclusion, ils tendent à confirmer une tendance qu'on relève maintenant depuis environ 1 an, voire à 2 ans, alors, sachant que c'est une photographie évidemment, hein, mais bon quand même, d'une certaine tendance donc au retournement de l'opinion publique en faveur d'horizons plutôt non occidentaux, et c'est des choses qu'on avait déjà observées notamment l'année dernière à travers une série de sondages qui étaient sortis et qui montraient que l'image de la Chine tendait finalement à s'améliorer. Contrairement, si on regarde la trajectoire au cours des 10 dernières années, c'est une image qui tend à s'améliorer, alors pas, j'allais dire dramatiquement, mais mine de rien, progressivement. L'indicateur de la Chine est assez intéressant, l'indicateur de l'image de la Chine est assez intéressant à suivre. J'en viens au sujet diplomatique. Alors, il y a notamment, je vous l'ai dit, sur le Forum international de Saint-Pétersbourg, la présence du président kazakhstanais en présentiel, du président égyptien en duplex, du président chinois en duplex. On avait mentionné la présence de l'Inde et des Émirats arabes unis qui étaient représentés au niveau des ministres. On peut rajouter désormais l'Arabie saoudite, puisque l'Arabie saoudite a envoyé son ministre de l'énergie, et comme chacun sait, le portefeuille du ministre de l'énergie en Arabie saoudite n'est pas un petit portefeuille, c'est un portefeuille éminemment stratégique. Le ministre de l'énergie, donc, il s'est déplacé au forum, notamment, il était accompagné de d'autres officiels. Il a notamment rencontré M. Novak. Et là, évidemment, c'est un signal envoyé à la Russie tout d'abord pour dire que l'Arabie saoudite, pardonnez-moi, tient au cadre de l'OPEP+, qui a été forgé, rappelez-vous, en 2016. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et cette visite ministérielle intervient en plein, entre guillemets, psychodrame entre les États-Unis et l'Arabie saoudite sur le prix du pétrole, puisque les Américains souhaiteraient que les Saoudiens ouvrent les pompes pour faire diminuer le prix du pétrole. Mais les Saoudiens s'en tiennent aux accords de l'OPEP+, et aux quotas qui ont été définis dans le cadre de l'OPEP+. Je rappelle qu'aux États-Unis, le gallon à la pompe se vend entre 5 et 7 dollars le gallon, c'est-à-dire que c'est extrêmement cher. Évidemment, la grande, j'allais dire, nouvelle de ces dernières 24 heures, c'est la visite du président Emmanuel Macron
En Ukraine, Emmanuel Macron s'est rendu à Kiev accompagné de Mario Draghi, président du Conseil italien, du chancelier Scholz, et ils y ont retrouvé le président roumain, Klaus Iohannis. Ils se sont rendus d'abord tous les quatre à Irpen avant de rentrer à Kiev pour rencontrer le président Zelensky avec qui ils se sont entretenus. Et donc à l'issue de ces discussions avec le président Zelensky, il y a eu une conférence de presse dont on peut retenir les points suivants, tout du moins moi je retiens les points suivants. Tout d'abord, au cours de ces conférences de presse, a été réaffirmé, je parle pour le discours de le président Macron, hein, le soutien de la France à l'Ukraine et à sa souveraineté, le soutien humanitaire, économique et militaire apporté par la France à l'Ukraine va se poursuivre dans la durée, ce qu'a indiqué le président Macron. Et à cet égard, le président a annoncé qu'il y aurait 6 canons César supplémentaires qui seront livrés à l'Ukraine prochainement, en plus des 12 qui sont déjà manifestement déployés sur les zones d'affrontement. Le président Macron a également indiqué que la sécurité du continent était aujourd'hui en jeu en Ukraine, et ça renvoie à l'autre dimension de cette crise que nous connaissons, qui est non seulement il y a une dimension, j'allais dire, bilatérale Russie-Ukraine, mais évidemment une dimension continentale, on n'arrête pas de le répéter depuis plusieurs séances, que également se jouent effectivement les règles du jeu de la sécurité dans la zone euro-atlantique. Et c'est un sujet qui avait déjà été évoqué avant le 24 février dans toute la séquence de négociations entre Russes et Américains sur l'éventuelle, j'allais dire, refondation, ou tout du moins installation, création de nouvelles règles du jeu sécuritaire dans la zone euro-atlantique. Le président Macron a également appelé, la Russie à lever le blocus exercé sur les côtes ukrainiennes afin d'éviter une crise alimentaire mondiale. Alors, le président Poutine a indirectement répondu, j'allais dire, à cet appel du président Macron tout à l'heure depuis Saint-Pétersbourg, puisqu'il a indiqué dans son allocution de tout à l'heure que finalement, on ne savait pas trop combien il y avait de millions de tonnes de céréales bloquées en Ukraine, qu'il y a des chiffres très très différents qui circulent, mais que d'après les estimations de la Russie, on parlait de moins de 10 millions de tonnes, probablement 5 à 7 millions de tonnes, donc finalement c'était assez peu, et que ce ne pouvait pas être ces 5 à 7 millions de tonnes qui pouvaient créer une crise alimentaire mondiale. Et donc finalement, ça rentre dans le narratif qui consiste à dire que ce n'est pas tant les céréales bloquées en Ukraine qui créent la crise alimentaire mondiale, mais il y a d'abord des facteurs systémiques, j'allais dire, qui relèvent du contexte global, d'une part, et d'autre part, les mesures de rétorsion économique prises par l'Occident contre la Russie. Les Russes ont déjà, souvenez-vous, demandé à ce que des sanctions soient levées sur les entités qui font du commerce d'engrais, qui font du commerce de céréales, et sur les entités qui les transportent. Et donc c'est à ce à quoi le président russe faisait certainement référence tout à l'heure dans son intervention. Monsieur Macron a réaffirmé que c'était à l'Ukraine seule de décider du moment où elle estime que les conditions seront réunies pour engager les discussions avec la Russie. Autrement dit, il ne convient pas d'attendre ni de Berlin ni de Paris qu'ils fassent pression sur l'Ukraine pour engager ces discussions. Et enfin, que l'Ukraine appartient à la famille européenne entre guillemets, parce que je cite le président Macron. Alors, à cet égard, les 4 chefs d'État et de gouvernement européens ont apporté leur soutien au statut de candidat à l'adhésion européenne pour l'Ukraine. Emmanuel Macron précisant cependant que ce statut serait assorti d'une feuille de route, qui prendrait en compte les Balkans occidentaux et la Moldavie. De son côté, la Commission européenne a rendu un avis favorable pour accorder le statut d'État candidat à l'Ukraine et à la Moldavie. La décision d'octroyer ou non ce statut aux 2 pays devrait être prise lors du sommet européen des 23 et 24 juin prochains, donc la semaine prochaine. Il y a 3 rendez-vous importants d'ici fin juin. Il y a le sommet européen des 23 et 24 juin, il y a un sommet du G7 le 27 juin, me semble-t-il, et le sommet de l'OTAN de Madrid le 29 et le 30 juin, ce qui fait qu'on a une fin de mois de juin qui est quand même très, très importante en termes de rendez-vous internationaux. En Russie, j'ai relevé la déclaration de M. Patrouchev, donc le secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération russe, qui hier indiquait que Moscou souhaite parvenir le plus rapidement possible à un accord politico-diplomatique qui permettrait la cessation des hostilités. Alors là, il faut savoir lire entre les lignes, ce n'est pas à n'importe quelle condition, c'est évidemment dans les conditions qui ont été fixées par la Russie, et on sait que la Russie, à ce stade, exige tout simplement une capitulation de la part de l'Ukraine, et que l'Ukraine ne discute pas vraiment les termes de la capitulation, mais se contente de signer un document. À cet égard, M. Medinsky, qui est, vous le savez, le négociateur en chef pour la délégation russe,
est présent au Forum de Saint-Pétersbourg et a été interrogé à l'entrée d'une session à ce sujet des négociations. Et il a indiqué que à ce jour, le projet, j'allais dire, d'accord de cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine est évidemment bloqué du fait que les Ukrainiens n'ont pas répondu aux propositions russes, mais surtout d'après lui, ce projet d'accord est élaboré à 75%, c'est-à-dire sur à peu près 75% du texte, les Russes et les Ukrainiens manifestement sont à peu près d'accord, mais il reste 25% à finaliser, et c'est là-dessus que manifestement les choses semblent bloquées. Du côté des États-Unis, le président américain Joe Biden a annoncé un nouveau paquet d'aide militaire pour l'Ukraine d'un montant de 1 milliard de dollars, qui comprendrait des systèmes d'artillerie et de batteries côtières. Et les États-Unis vont par ailleurs débloquer encore 225 millions de dollars d'aide humanitaire supplémentaire. Enfin, j'ai relevé la déclaration de David Arachamia, vous savez, c'est le chef de file du parti présidentiel Sluga Narod, qui a aussi participé aux négociations à Istanbul. D'ailleurs, c'est lui d'ailleurs qui a emmené la délégation à Istanbul, la délégation ukrainienne à Istanbul. D'après lui, ce sont près de 200 à 500 soldats ukrainiens qui sont tués quotidiennement dans le Donbass actuellement, et les forces ukrainiennes enregistrant jusqu'à 1000 blessés tous les jours dans les combats face aux forces russes et pro-russes dans le Donbass. Alors, sur cette visite des Macron, Scholz, Iohannis et Draghi, évidemment, l'image qu'a renvoyée notamment la conférence de presse que j'ai regardée intégralement avec M. Zelensky, c'est évidemment l'image d'un bloc très très uni autour de la cause ukrainienne, avec des déclarations très fortes de la part de M. Macron, aussi bien, j'allais dire, dans le langage que dans le langage corporel. Une posture évidemment très très grave de tous les dirigeants. Mais la question que se sont posées les différents experts tout de suite après, c'est finalement qu'est-ce qui a été demandé en contrepartie à M. Zelensky pour toutes ces déclarations quand même très très puissantes en faveur de l'Ukraine, de l'adhésion, en tout cas du chemin vers l'Europe qui semble s'ouvrir à l'Ukraine. Et ça, évidemment, là-dessus, on ne sait pas grand-chose. Cela dit, il y a un article ce matin qui est sorti dans le journal allemand Welt, qui explique que manifestement, dans les contreparties qui auraient pu être demandées à M. Zelensky, c'est qu'il reprenne les négociations avec la Russie aussi vite que possible. Évidemment, on n'en sait rien, ce sont des hypothèses, mais on imagine mal que des déclarations aussi fortes aient pu être faites sans demander quand même quelque chose en retour. Voilà, Gilles, pour les nouvelles du jour. J'étais un petit peu long, je m'excuse. Merci infiniment, Igor. C'était passionnant, c'était documenté, c'était, voilà, comme toujours, on va dire. J'aurais une question, moi, sur l'entrée de la Moldavie dans l'Union européenne. Ça en est à quel stade? C'est un pays qui est prêt ou qui en est très loin par rapport à l'Ukraine, notamment? Alors, j'allais dire, ça dépend des pays de l'Union européenne que tu prends en considération. Il y a des pays qui ont tendance à considérer qu'il faut que ça aille très vite. Un exemple, la Roumanie, pour des raisons géopolitiques, historiques, ethniques, linguistiques, qu'on peut tout à fait comprendre. Le président roumain était présent à Kiev aujourd'hui avec les autres, hier, pardon, avec les autres présidents que j'ai cités. Il y a d'autres pays qui considèrent qu'on est encore très loin du compte. Les Hollandais, par exemple. Il y a déjà des réserves qui ont été exprimées sur la Moldavie. Alors, il me semble que ça venait là aussi des Pays-Bas, mais je peux me tromper, qui expliquaient qu'il y avait encore quand même des réformes très très profondes à entreprendre en termes de lutte anticorruption, en termes d'état de droit. Enfin, il y a des critères quand même très précis et que la Moldavie était loin du compte. Cela dit, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on leur octroie à la fin du mois ce statut d'État candidat, on est sur la ligne de départ et c'est un marathon qui est très très long à courir. Et la ligne d'arrivée, à en croire en tout cas les déclarations des différents dirigeants européens, n'est pas garantie pour personne, à ce stade en tout cas. Je rappelle qu'il y a des divergences sur le bien fondé d'admettre plus ou moins rapidement, divergences entre pays européens, plus ou moins rapidement des pays comme la Moldavie et l'Ukraine. Si le président Macron évoque les Balkans occidentaux, ce n'est pas anodin, parce qu'il y aurait quand même une forme d'injustice à l'égard de ces pays si on admettait avec une sorte de fast-track l'Ukraine et la Moldavie dans l'Union européenne, alors qu'il y a des pays comme la Serbie, qui est sous pression en ce moment notamment, qui souhaitent adhérer à l'Union européenne, en tout cas qui sont engagés dans cette logique-là depuis maintenant des années. Donc là, il y a des calculs politiques assez fins qui sont à l'œuvre, mais finalement, c'est une course de fond avant que ces pays-là ne deviennent des membres de l'Union européenne, si jamais cela advient un jour. Un auditeur nous fait remarquer, on peut noter que la Turquie est candidate depuis 1999. Voilà. Mais bon, je pense qu'on pourra attendre encore un petit peu. Alors, concernant le président Macron,
il a déclaré être prêt à aller à Moscou dès qu'il y aura un signe de Vladimir Vladimirovitch. La France est-elle prête à rejouer un rôle d'intermédiaire ou serait-elle tout au plus, j'imagine, prête à jouer un rôle d'influence auprès de Zelensky et Poutine? Bah, si on en croit les déclarations d'hier de Macron hier à Kiev, l'idée c'est de dire c'est à l'Ukraine seule de décider à quel moment on engage les négociations. Et à travers cette déclaration, on voit qu'aussi bien les Français que les Allemands s'en tiennent finalement à la, j'allais dire grosso modo, hein, à la position qui était la leur dans le cadre des accords de Minsk, où ils étaient les parrains de l'Ukraine. Alors certes, il y a eu l'administration Hollande avant, Macron a pris en cours de route, j'allais dire, ça a duré 8 ans quand même le format de Minsk, enfin 7 ans on va dire. Et l'idée, c'était non pas, comme l'espéraient les Russes, peut-être de faire pression sur l'Ukraine, d'obliger l'Ukraine, de contraindre l'Ukraine à remplir les provisions des accords de Minsk, quitte à utiliser des leviers dont les Européens disposaient sur l'Ukraine, qui étaient nombreux, hein, la levée des visas, les rapprochements, enfin, etc. Il y a eu plein de choses qui n'ont manifestement pas, en tout cas, été utilisées pour, j'allais dire, pousser les Ukrainiens, inciter les Ukrainiens à jouer le jeu des accords de Minsk dont ils ne voulaient pas. Ils l'ont très clairement fait comprendre. Bon, on voit que quand le président Macron dit c'est aux Ukrainiens de décider, finalement, l'idée, c'est de ne compter pas sur nous pour faire pression sur l'Ukraine. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, quand il dit je suis prêt à aller à Moscou, bon, il réaffirme une disponibilité, probablement, j'imagine, plutôt en tant que médiateur. Je pense que le président Macron a dû être quelque peu douché par sa dernière visite, je crois le 9 février ou le 7 février à Moscou, au cours de laquelle on se souvient la très grande table là, de 12 mètres entre messieurs Poutine et Macron, au cours de laquelle Poutine lui a fait une longue, comment dirais-je, un long éclairage historique sur les relations russo-ukrainiennes, etc. Et dont finalement il n'est pas ressorti grand-chose, puisque le 24 février, en tout cas, il s'est passé ce qu'on connaît tous. Donc je pense que quelque part, la motivation de M. Macron persiste. Il y a quelqu'un qui reste très, j'allais dire, évidemment mobilisé par ce dossier, mais je le vois plutôt agir comme peut-être un messager, plutôt que comme un modérateur. Peut-être c'est un rôle que jouaient plutôt les Turcs dans les négociations à Istanbul fin mars. Je vois mal à ce stade la France s'impliquer à ce niveau-là. C'est politiquement beaucoup trop risqué et surtout compte tenu de ce que j'évoquais avant, des mauvais souvenirs que doit conserver M. Macron de sa dernière visite à Moscou le 9 février ou 7 février. En effet. Une double question, enfin, qui porte sur le même point. Première question, le gaz est-il coupé pour la France? Info qu'on m'a donnée ce matin. Et deuxième, quid de l'arrêt des livraisons de gaz à la France et à l'Allemagne? Alors bon, pour l'Allemagne, on n'en sait pas beaucoup plus que ce qu'on disait mercredi, à savoir que non seulement ils ont baissé jusqu'à 100 millions de mètres cubes par jour, mais ils ont même baissé à 67 millions de mètres cubes par jour. Ils ont baissé sur l'Italie, entre-temps aussi. Sur la France, autant que ce que j'ai pu lire aujourd'hui, ça et là, c'est la France qui dit ne plus acheter de gaz, ne plus provisionner de gaz auprès de la Russie. Alors bon, il faudra. Je pense que pour l'instant, en réalité, ces choses sont en train de se faire. J'ai pas plus d'informations que ça. Cela dit, j'ai cru voir passer que Engie avait constaté une baisse effectivement de pression dans certains tuyaux qui sont censés amener du gaz vers l'Europe occidentale. On va poser la question à nos amis d'Engie. Ouais, c'est ça, ce serait le mieux, ouais, savoir. Quelques précisions, on vous dira ça lundi. Alors, plusieurs questions un peu différentes. D'abord, une petite flatterie toujours agréable. Bonjour et merci pour vos analyses toujours aussi bonnes. Voilà. Merci. Suivi de la question à laquelle tu réponds si tu le souhaites ou pas, parce que ça touche plus un domaine militaire. À propos des canons César, les Russes disent que les obus fournis sont cassettes, entre guillemets, à fragmentation, point d'interrogation, donc non autorisés. Pouvez-vous clarifier? Alors, sur les munitions, il y a, autant qu'on en sache, plus par les sources qu'on appelle ouvertes, hein, il y a deux types de munitions qui auraient été fournies. Il y a des munitions, j'allais dire classiques, un obus qui part et puis qui tombe pour détruire, on peut imaginer un tank, une pièce d'artillerie, ce que vous voulez. Et le deuxième type de munition, mais je ne sais pas s'il a été livré, mais qui manifestement est envisagé d'être livré ou va être livré, c'est une, un peu difficile à expliquer comme ça, mais c'est une munition qui en fait va aller exploser un peu au-dessus de l'objectif, et pas sur l'objectif, pas sur le sol, et créer une espèce d'onde de choc très puissante, et qui va tout détruire en dessous, mais l'idée, c'est pas tellement de détruire une pièce d'artillerie, mais détruire de l'infanterie, c'est-à-dire en explosant au-dessus le rayon d'action de la munition,
une fois de plus, c'est de l'onde de choc. Et là, je vais venir à la question qui est posée, va effectivement complètement vitrifier tout ce qui se trouve en dessous, et principalement de l'infanterie, etc., qu'on peut imaginer. Sauf que, autant que je sache, c'est pas des sous-munitions, parce que ça c'est interdit. Il y a des traités qui ont été signés parce que ça fait des micro-munitions qui vont se disséminer partout, qui peuvent exploser des années plus tard et qui peuvent blesser ou tuer des civils, etc. Mais c'est véritablement plutôt un effet un peu thermobarique, c'est-à-dire c'est un effet de souffle très violent qui annihile les personnes se trouvant en dessous dans un certain rayon, etc. Donc manifestement, moi c'est ce que j'ai cru comprendre. Maintenant, j'en sais pas beaucoup plus. Mais pour les sous-munitions, je ne crois pas parce que, une fois de plus, c'est interdit. D'accord. Bah, déjà, celles que tu évoques ont l'air déjà assez sympathiques, donc je crois que peut-être pas la peine d'en rajouter, donc effectivement. Là, une question à laquelle je ne peux pas répondre, pas qu'il y répondre. Quelles sont les audiences des journaux et émissions d'infos à la télévision? Pirvi Canal, par exemple. J'ai pas de chiffres à donner, mais ce que j'ai constaté, c'est que, alors j'ai regardé, je me suis appuyé sur des études marketing qui ont été réalisées par différentes entreprises de marketing qui publient des sondages toutes les semaines ou tous les mois sur les habitudes de consommation d'informations des Russes, quels canaux, quels médias, quelle fréquence, quelle tranche horaire, quelle tranche d'âge, enfin, c'est très très complet. Et c'était intéressant de voir qu'au début, il y avait une augmentation de la consommation télévisuelle et que Pervigana arrivait en premier. En deuxième arrivée, si je ne me trompe pas, Rassiet Vatachtitia, donc Russie 24, une chaîne d'information en continu. Et en troisième, la chaîne du ministère de la Défense qui s'appelle Zvezda. Ce que j'ai constaté dernièrement, mais ça remonte déjà à quelques semaines, c'est que la consommation télévisuelle semble toute à diminuer. Que les gens regardent un peu moins la télé, ils doivent être fatigués. Mais Pervicanal continuait de conserver une position assez hégémonique en termes d'audience. Peut-être un effet d'achat où il y a moins de Ouais, il y a eu les télévision. vacances du mois de mai, les gens ont voulu décrocher, ça peut s'expliquer parfaitement comme ça, oui, absolument. D'accord. Alors, bonjour, merci de vos passionnantes interventions. Aujourd'hui, comment peut-on de France venir en Russie? Quels sont les meilleurs trajets? Comment payer sur place l'hôtel? Peut-on retirer des roubles dans les bancomates? Il n'y a pas de problème de visa, donc c'est déjà pas mal. Merci beaucoup par avance. Alors, en serriant les questions, Tu te lances ou je me lance? on va faire un duo. Peut-on retirer des groupes dans les bancomates? Je ne pense pas, puisque les cartes françaises ici ne fonctionnent pas, donc ça semble un peu compliqué. Alors, si vous avez une carte russe avec une banque russe, ça doit fonctionner, mais autrement, il faut se munir de cash. Alors sur les trajets, bon, on l'évoque régulièrement, il n'y a pas de mystère, via la Turquie, via la Serbie, via toutes sortes de choses. Attention tout de même de votre type de visa, puisqu'il y a des choses un peu contradictoires sur les passages terrestres, donc privilégiez les frontières aériennes ou maritimes, ça évitera les soucis. Voilà, et comment payer sur place l'hôtel? Alors, en cash éventuellement, mais ça ne résout pas le problème de la réservation. Il est possible de passer, je ne vais pas citer le nom de l'agence, mais il y a des agences françaises qui sont et qui ont compris à Paris qui peuvent vous aider pour ça. Voilà, et avec quelques systèmes qui peuvent encore fonctionner. Il faut savoir qu'effectivement, les systèmes de type Booking et tout ça ne fonctionnent plus avec les cartes étrangères en tout cas. Donc c'est un vrai problème. Il y a quelques solutions, mais c'est pas très très facile et c'est comme souvent en ce moment évolutif. J'ai une question vraiment, mais un peu. Les traveler checks, ça existe encore ou c'est fini? Tu ris, mais j'y pensais l'autre jour, On mais va y revenir je finalement. crois que ça n'existe plus, ou alors à l'état, comment dire, L'Antiquité. potentiel. Ouais. Non, mais Peut-être on va les voir revenir, je ne sais non, pas. il faut prendre du liquide parce que les cartes Mastercard et Visa occidentales européennes ne fonctionnent pas dans les distributeurs russes. Effectivement, on a dit Istanbul, ça reste le hub le plus indiqué parce qu'il y a plus de vols, plus de quantité de vols qui sont desservis sur Istanbul, qui est un aéroport énorme. Évidemment, les prix sont aussi parfois énormes, surtout sur le segment Istanbul-Moscou, où les Turcs ne se privent pas de faire le plein d'argent. Mais l'avantage, c'est que c'est quand même relativement bien desservi avec un vol direct sur Moscou, soit par Turkish Airlines, soit d'ailleurs par Aeroflot, mais vous aurez du mal à réserver sur Aeroflot depuis la France, parce que votre carte française, à mon avis, ne sera pas acceptée sur le site.
mais il y a aussi Pegasus. Voilà. Bon, bah, c'est pas mal. Donc, eh bien, merci beaucoup. Nous répondons. C'est très clair. Nous en sommes contents. Alors, je ne vois plus de questions. Nous n'avons plus de questions. Ah oui. Alors, pouvez-vous nous dire si les transferts via la France par Rosebank fonctionnent toujours? Quelqu'un peut répondre à ça? Je pense que ça fonctionne encore parce que j'ai des gens qui l'ont fait. Donc, je pense, encore une fois, tous ces transferts, on a d'ailleurs on a un courrier là d'une de nos auditrices sur le chat sur le truc qui nous pose justement la question par rapport au souci qu'elle a avec sa banque BNP Paribas, qui visiblement lui bloque ses comptes et des choses comme ça. Donc, c'est ce qu'on évoque depuis plusieurs semaines maintenant. Il s'agit à chaque fois de cas individuels, on n'a pas de grande ligne directrice. Voilà, donc par contre, Nicolas peut intervenir, donc je vais lui laisser la parole. En fait, les transferts d'argent depuis la Russie vers la France sont possibles. En fait, il y a des règles qui ont été mises en place par les banques intermédiaires, à savoir alors, le cas de Rosebank par exemple. Alors, Rosebank est une banque intermédiaire en Europe qui autorise les virements à partir de 10 000 €, taux de la Banque centrale. Et ça doit être de l'argent que vous avez reçu en salaire lors des 30 derniers jours. Donc en gros, seules les personnes qui ont des salaires de plus de 10 000 € peuvent transférer de l'argent en France, en euros. Ou sinon, je crois qu'en dollars, par contre, vous pouvez par contre acheter des dollars avec vos roubles et transférer vos dollars en Europe. Faut-il encore avoir un compte dollar en Europe? Voilà, et tout se fait en agence. Donc voilà, sur l'application Rosebank, il n'est désormais pas possible de transférer de l'argent. Vous pouvez en revanche acheter des devises. Voilà, et on nous précise sur l'application Rosebank, il ne propose plus que le virement en euros. Seulement, alors plus le virement en euros, seulement dollars, francs suisses et RMB chinois. Bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est bon. Très bien. Ben donc, je vais repasser le micro à Nicolas qui va nous donner les dernières informations essentielles. Essentielles et répétitives, mais il faut les écouter. Donc, encore une fois, on vous prévient que les briefings ont lieu les lundis, mercredis et vendredis à 17h30 heure de Moscou et 16h30 heure de Paris. Ensuite, si vous avez des questions sur la logistique, la douane, les sanctions, les nouvelles législations, n'hésitez pas à envoyer vos questions à l'adresse hotline@ccfr.ru. Sur notre chaîne YouTube, vous pourrez aussi retrouver tous les briefings précédents. Enfin, je vous invite à consulter sur le site internet de la Chambre, dans la rubrique Actualités, l'ensemble des actualités de la Chambre. Et j'attire votre attention en particulier sur jeudi prochain, 23 juin, nous organisons une rencontre entre les directeurs généraux des sociétés membres. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Et également le 24 juin, donc le vendredi, une rencontre entre les Français présents encore en Russie. Donc, n'hésitez pas également à vous inscrire. On sera très heureux de vous y voir. Sinon, les autres actualités sont à suivre sur le canal Telegram de la Chambre de commerce, CCI France-Russie. Voilà, merci beaucoup et puis tenez bon. Et comme toujours, la CCI France-Russie se tient à vos côtés. À lundi. Bon week-end, à lundi.